Une fuite minuscule déclenche un compte à rebours brutal en 48 heures. Deux options irréconciliables s'imposent aussitôt. Céder 70% de l'or national ou affronter une dette de 5,6 milliards, avec des sanctions capables de bloquer l'économie. Que signifie un tel ultimatum quand il pèse directement sur Ibrahim Traoré et, au-delà, sur l'équilibre de millions de vies africaines ? En quelques heures, une décision comprimée redessine les frontières de la souveraineté. Ce récit promet une lecture précise d'une pression extérieure calibrée et de ses effets réels. Comprendre ces mécanismes éclaire pouvoir, risque et marge de décision. L'enjeu dépasse un différend financier isolé, car la contrainte agit comme un accélérateur politique. Elle impose un tempo, réduit l'espace de négociation et transforme chaque minute en variable stratégique. À ce stade, la question centrale n'est pas seulement ce qui est exigé, mais comment l'exigence est formulée. Une injonction sans calendrier alternatif ferme des portes avant même qu'elles n'existent. Les acteurs internes doivent alors arbitrer sous contrainte maximale, avec une information incomplète et des signaux contradictoires. À l'extérieur, la méthode choisie envoie un message lisible aux partenaires et aux observateurs régionaux. Elle teste la cohésion institutionnelle, la capacité d'absorption économique et la crédibilité politique. Un micro-doute demeure. Une pression aussi directe cherche-t-elle la stabilité ou la capture d'actifs stratégiques ? La suite répondra par des faits, pas par des intentions. Tout bascule en 48 heures, comprimant des mois de tension en un instant décisif. Un chiffre domine l'ouverture, 70% des réserves d'or exigées, sous la menace immédiate d'une dette de 5,6 milliards. Cette révélation initiale suffit à reconfigurer le cadre de lecture. Il ne s'agit plus d'un rappel financier ordinaire, mais d'une épreuve de souveraineté accélérée. L'ultimatum agit comme un révélateur, exposant la manière dont une pression extérieure peut imposer son rythme et neutraliser toute phase d'ajustement. Le message confidentiel, transmis sans négociation préalable, arrive à un moment où les équilibres régionaux sont déjà fragiles. Dans le Sahel, les signaux d'ingérence se multiplient et chaque déplacement autour des ressources minières est scruté. Pour Ibrahim Traoré, la brutalité de la formulation n'est pas anodine. L'absence de calendrier alternatif supprime toute marge de manœuvre procédurale. Le choix est réduit à une alternative binaire, conçue pour produire une réponse rapide plutôt qu'un débat structuré. Ce contexte explique pourquoi la réaction interne prend immédiatement une dimension stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir, les autorités ont engagé une réévaluation des actifs miniers, soupçonnant une sous-estimation persistante de leur valeur réelle. Des vérifications géologiques discrètes, appuyées par des données satellitaires récentes, renforcent cette intuition. Lorsque ces informations croisent l'ultimatum, le sens de la pression change. L'exigence financière apparaît liée à des ressources dont l'importance dépasse les évaluations publiques. La réunion d'urgence convoquée dans les heures suivantes rassemble décideurs politiques, responsables militaires et experts du secteur minier. L'objectif n'est pas de commenter la menace, mais d'en mesurer la portée systémique. Chaque acteur comprend que la décision à venir influencera non seulement la stabilité interne, mais aussi la position régionale du pays. À ce stade, le doute initial se transforme en certitude opérationnelle. Le temps devient l'arme principale de la contrainte. Ainsi, cette révélation initiale referme la première boucle de curiosité. La pression n'est pas improvisée, elle est calibrée pour forcer un basculement rapide. Au cœur des premières heures, deux figures servent de boussole opérationnelle. Un ingénieur minier, familier des relevés sahéliens, présente une corrélation inhabituelle entre données chiffrées récentes et signaux satellitaires externes. Son exposé est précis, dépourvu d'effets et pourtant déterminant. Il explique comment un gisement encore inexploité peut modifier un rapport de force en rendant toute concession irréversible. À ses côtés, un officier chargé de la sécurité territoriale apporte un second éclairage. Des mouvements d'équipement repérés près des zones aurifères confirment une surveillance accrue sans franchir le seuil de l'hostilité ouverte. Cette lecture opérationnelle transforme la menace abstraite en contrainte concrète. Sécuriser les sites devient une urgence, non pour provoquer, mais pour prévenir toute interférence indirecte. Ces deux voies, techniques et sécuritaires, structurent les décisions initiales.
Elles imposent un ordre de priorité clair. Comprendre la valeur réelle des actifs, puis protéger les points critiques. Les effets sont immédiats. Des ajustements logistiques sont lancés, les accès sont contrôlés et les flux d'informations sont resserrés. Rien n'est spectaculaire, tout est mesuré. Un premier cas illustre l'impact précoce, la suspension temporaire de certaines opérations privées, le temps d'un audit rapide. Un second montre la portée symbolique. La communication interne insiste sur la maîtrise du tempo, pas sur la confrontation. Dans les deux situations, la cohérence prime sur l'escalade. Le fil directeur se précise alors. Face à une contrainte compressée, l'État cherche à reprendre l'initiative par la méthode. Le message est simple et lisible. Autrement dit, décidez vite, évite de subir longtemps. Tout commence par l'activation immédiate de la cellule de crise, à la lecture du télégramme. Aucune phase d'attente n'est envisagée. Les ministres concernés, les chefs militaires et les responsables du secteur minier sont convoqués sans délai. Ibrahim Traoré fixe une ligne nette dès l'ouverture. Aucune cession d'actifs stratégiques sous contrainte temporelle. Ce choix initial n'est pas encore une rupture, mais il ferme explicitement la voie de la concession rapide. Le premier mouvement est interne. Les flux d'informations sont centralisés, les scénarios sont hiérarchisés et les options irréversibles sont mises en quarantaine. Chaque décision vise à gagner du temps sans en donner l'illusion. En parallèle, les autorités évaluent l'impact immédiat d'éventuelles sanctions financières sur les circuits essentiels. L'objectif est clair, identifier le point de bascule avant qu'il ne soit imposé de l'extérieur. Le deuxième mouvement marque la montée vers le point culminant. Alors que les discussions internes se poursuivent, des fuites apparaissent dans les médias régionaux. Les titres évoquent l'ultimatum, la dette et la pression sur l'or burkinabé. L'information se propage rapidement, créant un effet de résonance bien au-delà de Ouagadougou. Ce relais médiatique modifie l'environnement stratégique. Ce qui était une contrainte confidentielle devient un signal public. Dans le même temps, des données issues des vérifications géologiques internes confirment l'existence d'un gisement inexploité d'ampleur significative. Cette information, jusque-là confinée à un cercle restreint, change la lecture de l'ultimatum. L'exigence financière apparaît désormais comme un levier pour accéder indirectement à une ressource stratégique. Pour Ibrahim Traoré, le calcul évolue. Céder sous pression reviendrait à perdre durablement le principal atout de négociation du pays. Le point culminant survient lorsque des décisions visibles sont prises. Les premières mesures de sécurisation des sites aurifères sont ordonnées. Des unités nationales remplacent progressivement les opérateurs étrangers sur les zones sensibles. Peu après, l'expulsion de plusieurs compagnies minières occidentales est annoncée. Le geste est bref, mais il officialise la rupture. Vient alors la phase de répercussion. Les flux d'or, auparavant orientés vers des circuits externes, sont redirigés vers un mécanisme interne de gestion. À l'extérieur, les réactions ne tardent pas. Les capitales occidentales durcissent le ton, évoquant sanctions et isolement financier. A l'inverse, dans plusieurs pays africains, des prises de position publiques expriment un soutien politique et symbolique. Cette onde de choc dépasse rapidement la question de la dette. Elle transforme l'incident en marqueur géopolitique. La séquence enclenchée par un télégramme s'achève par une reconfiguration visible du rapport de force. En quelques jours, une pression conçue pour contraindre a déclenché une dynamique inverse. La question reste suspendue. Jusqu'où cette rupture peut-elle tenir dans le temps ? La situation de départ repose sur une base claire, presque arithmétique. Un État disposant de réserves aurifères substantielles, engagé dans des équilibres financiers déjà contraints. Le basculement intervient lorsque cette base est soudain transformée en exigence immédiate, la rétrocession de 70% de l'or national sous peine d'un choc financier brutal. Ce passage de la gestion à l'ultimatum constitue le premier delta mesurable car il convertit une actif stratégique en variable de contrainte. Le premier chiffre, ce pourcentage de 70%, dépasse une simple proportion technique. Il signifie une perte de contrôle majoritaire sur le principal levier économique du pays. En pratique, une telle cession aurait réduit la capacité de l'État à stabiliser ses finances et à amortir les chocs externes. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre n'est pas lu comme une donnée isolée, mais comme un signal
indiquant une tentative de neutralisation rapide de la souveraineté économique. Le second indicateur quantitatif est le montant de la dette exigée, 5,6 milliards. Présentée comme immédiatement exigible, cette somme place la pression sur un horizon temporel quasi nul. Elle empêche toute restructuration progressive et ferme l'accès aux solutions intermédiaires. L'effet est mécanique. Et soit l'État accepte des conditions extrêmes, soit il s'expose à des mesures de rétorsion aux conséquences systémiques. Un troisième chiffre complète l'architecture de la contrainte, 324 millions de droits de tirage spéciaux liés aux obligations envers le FMI. Cette demande additionnelle verrouille davantage l'espace de décision. Elle signale que la pression ne se limite pas à un créancier ou à un canal financier unique, mais qu'elle mobilise un réseau institutionnel plus large. Pris ensemble, ces trois éléments forment un triptyque cohérent destiné à réduire toute alternative crédible. L'analyse interne compare alors deux trajectoires chiffrées. Dans la première, la soumission permet d'éviter des sanctions immédiates, mais entraîne une perte durable de revenus et de contrôle. Dans la seconde, la résistance accroît les risques à court terme, mais préserve la capacité de décision à moyen terme. Les simulations montrent que la première option affaiblit structurellement l'État, tandis que la seconde conserve une levier stratégique malgré l'incertitude. À l'extérieur, ces mêmes chiffres sont interprétés différemment. Dans plusieurs capitales occidentales, ils sont perçus comme un test de solvabilité et de discipline financière. Sur le continent africain, ils circulent comme preuve d'une pression disproportionnée exercée sur un pays riche en ressources. Cette divergence d'interprétation amplifie la portée politique des données. Ainsi, les nombres ne servent pas seulement à mesurer, mais à contraindre et à convaincre. Ils deviennent des instruments de pouvoir. La réponse de l'État s'inscrit directement contre cette logique, en refusant de laisser les chiffres dicter seule l'issue. La question qui s'ouvre désormais est simple. Combien de temps un tel équilibre peut-il être maintenu face à des pressions chiffrées aussi concentrées ? La première position, fréquemment avancée dans les cercles financiers internationaux, soutient que l'ultimatum relève d'une logique de stabilisation. Selon cet argument, l'exigence d'un règlement rapide viserait à prévenir un effondrement financier plus large. Un État lourdement endetté, exposé à des chocs régionaux, devrait accepter des conditions strictes afin de préserver sa crédibilité et d'éviter un isolement durable. Dans cette lecture, la demande portant sur 70% des réserves d'or constituerait une garantie matérielle destinée à couvrir un risque jugé excessif. La contrainte temporelle serait alors perçue comme un moyen d'empêcher l'enlisement et de forcer une décision claire. La seconde position adopte un angle davantage géopolitique. Elle considère que la méthode employée vise avant tout à dissuader. L'envoi d'un message sans négociation, assorti de menaces explicites, servirait d'exemple pour empêcher d'autres États de remettre en cause des arrangements économiques établis. Dans ce cadre, la brutalité du procédé serait assumée comme un outil de maintien de l'ordre financier international. Les montants exigés ne seraient pas arbitraires, mais calibrés pour rappeler le poids des engagements contractuels et décourager toute tentative d'émancipation rapide. Ces deux raisonnements possèdent une cohérence interne. Ils reposent sur des principes connus: discipline financière, prévisibilité des engagements, dissuasion par la contrainte. Cependant, l'examen des faits transmis dans le télégramme et des événements qui suivent fragilise ces justifications. Les exigences ne s'accompagnent d'aucun mécanisme de transition, aucun calendrier progressif, aucune clause d'ajustement, aucune ouverture à la renégociation n'est proposée. La menace de sanctions globales apparaît immédiate, non conditionnelle. De plus, la pression coïncide avec la révélation d'un gisement aurifère inexploité, identifié par des vérifications géologiques confidentielles. Cette synchronisation suggère que l'objectif dépasse la simple stabilisation financière. Pour Ibrahim Traoré, cette absence de gradation transforme l'ultimatum en tentative de capture d'actifs stratégiques. Les données disponibles montrent que la contrainte vise moins à corriger un déséquilibre qu'à verrouiller un levier économique clé. La réponse opposée s'appuie ainsi sur des éléments concrets, non sur une interprétation idéologique. La question demeure alors ouverte. Une pression conçue sans voie intermédiaire peut-elle réellement produire la stabilité qu'elle prétend rechercher ?
Tout change avec une donnée cachée. L'élément jusque-là périphérique devient central. La valeur stratégique réelle des ressources minières dépasse largement les estimations publiques. Ce basculement ne tient pas à une annonce officielle, mais à la convergence de signaux faibles désormais lisibles. Des vérifications géologiques menées discrètement confirment qu'un gisement inexploité peut modifier durablement l'équation économique. Ce n'est pas l'existence de l'or qui surprend, mais son poids potentiel dans un contexte de contraintes accélérées. À ce stade, l'ultimatum n'apparaît plus comme une réaction financière isolée. Il s'inscrit dans une séquence où la pression augmente à mesure que la valeur de l'actif devient plus évidente. Les activités satellitaires détectées autour des zones arides prennent alors un sens cohérent. Elles ne signalent pas une urgence sécuritaire, mais une anticipation stratégique. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un point de non-retour analytique. La question n'est plus de savoir comment absorber une dette, mais comment éviter que cette dette serve de prétexte à une perte de contrôle irréversible. La lecture du rapport de force se renverse. Ce qui semblait être une faiblesse financière se révèle être un levier géopolitique convoité. À mi-parcours, un changement de focale s'impose. La confrontation ne porte plus sur le passé contractuel, mais sur l'avenir des ressources. À partir de cet instant, chaque décision est évaluée à l'aune de cette donnée centrale, désormais impossible à ignorer. Les répercussions institutionnelles apparaissent en premier. Pour l'État, la reprise de contrôle des sites aurifères entraîne une recomposition immédiate des leviers de décision. Les autorités disposent désormais d'une visibilité accrue sur les flux, les stocks et les priorités d'affectation. Cette centralisation renforce la capacité de planification, mais elle exige aussi une coordination administrative plus dense et plus rapide. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu institutionnel est double. Démontrer la continuité de l'État tout en assumant une rupture de méthode. Du côté des entreprises, l'effet est plus contrasté. Les opérateurs occidentaux expulsés perdent un accès direct à des actifs stratégiques, ce qui génère des tensions juridiques et financières. A l'inverse, les acteurs locaux et régionaux voient s'ouvrir un espace inédit, encore incertain, mais porteur de nouvelles opportunités. La transition reste toutefois délicate, car elle suppose des capacités techniques et logistiques capable de remplacer des structures bien installées. Le secteur privé entre dans une phase d'ajustement où le risque et la promesse coexistent. Pour les populations, les conséquences se lisent à court et à moyen terme. Dans les zones minières, la présence accrue des unités nationales est perçue à la fois comme une protection et comme une source d'inquiétude. Certains y voient la garantie que les ressources bénéficieront davantage au pays. D'autres redoutent que la confrontation prolongée n'affecte l'emploi et les revenus locaux. À l'échelle nationale, la redirection des recettes vers des projets d'infrastructure et d'agriculture nourrit des attentes concrètes, mais encore fragiles. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse largement le cadre burkinabé. Plusieurs États du Sahel observent la situation comme un précédent stratégique. Le soutien exprimé par des partenaires comme le Mali, le Niger ou la Guinée traduit une volonté de coordination face aux pressions extérieures. Cette solidarité n'est pas seulement politique, elle repose sur l'idée qu'une action isolée est vulnérable, tandis qu'une réponse collective modifie le coût de la contrainte. La dynamique régionale gagne ainsi en visibilité et en crédibilité. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation à plusieurs vitesses. L'État consolide son autorité, les entreprises réévaluent de leur position, les citoyens projettent des attentes mesurées et la région ajuste ses équilibres. La décision initiale ne produit donc pas une onde unique, mais une série de conséquences imbriquées. La question centrale devient alors celle de la durabilité. Ces effets convergeront-ils vers une stabilisation ou révéleront-ils de nouvelles lignes de tension encore invisibles ? Le premier scénario, dit de continuité sous tension, repose sur une stabilisation progressive sans apaisement externe réel. Dans cette trajectoire, l'État consolide la gestion nationale des ressources tout en faisant face à une pression diplomatique persistante. Les sanctions évoquées restent ciblées, limitant certains accès financiers sans provoquer d'asphyxie immédiate. La priorité devient alors la sécurisation durable des sites et la discipline budgétaire interne. Si ce cadre tient, le pays gagne du temps, mais au prix d'un environnement extérieur constamment contraignant. La question clé demeure. Combien de temps cette posture peut-elle être soutenue sans relais internationaux plus larges ?
Le deuxième scénario, plus favorable, s'appuie sur un renforcement des alliances régionales et extra-régionales. La coopération accrue avec des partenaires africains et non occidentaux réduit l'effet des pressions initiales. Les revenus aurifères, mieux maîtrisés, soutiennent des investissements visibles dans les infrastructures et l'agriculture. Cette dynamique améliore la perception interne et crée un effet d'entraînement régional. Dans cette configuration, la contrainte extérieure perd de son efficacité, car son coût politique augmente. Le risque principal réside dans la coordination. Sans mécanisme solide, l'élan peut se fragmenter. Le troisième scénario envisage une escalade défavorable. Les menaces initiales se transforment en mesures plus lourdes. Restrictions financières élargies, pression juridique et tentatives d'isolement institutionnel. L'impact à court terme serait significatif, avec des tensions sur les circuits économiques et une mobilisation sécuritaire prolongée. Cette trajectoire n'implique pas un effondrement automatique, mais elle réduit fortement les marges de manœuvre. La résilience dépendrait alors de la capacité à maintenir la cohésion interne et à amortir les chocs successifs. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister et évoluer dans le temps. L'enjeu n'est donc pas de prédire une issue unique, mais d'adopter une grille de lecture flexible. La recommandation de fond est simple, raisonner en option réversible plutôt qu'en pari définitif. Dans un contexte aussi compressé, préserver des marges d'ajustement vaut parfois plus que chercher une victoire immédiate. Pour une première catégorie de citoyens, l'enjeu est avant tout économique et quotidien. Ils observent les décisions à travers leurs effets immédiats sur l'emploi, les prix et la continuité des activités locales. Dans les zones minières, la reprise en main nationale est perçue comme une promesse de redistribution plus équitable. Cependant, cette attente s'accompagne d'une vigilance accrue face au risque de ralentissement ou de tensions prolongées. Le soutien existe, mais il reste conditionné à des bénéfices tangibles et visibles. Un second groupe adopte une lecture institutionnelle. Il s'intéresse à la capacité de l'État à gérer seul un secteur stratégique sans perte d'efficacité ni dérive administrative. Pour ces observateurs, la crédibilité repose sur la transparence des mécanismes mis en place et sur la continuité des services publics. Ils évaluent la situation comme un test de gouvernance, où la maîtrise du tempo importe autant que la fermeté politique. La question centrale porte sur la solidité des structures plus que sur la confrontation elle-même. Un troisième public se projette à l'échelle régionale et symbolique. Il voit dans la séquence en cours un signal adressé à l'ensemble du continent. La décision de résister à une pression concentrée est interprétée comme une affirmation de dignité collective. Ce regard ne nie pas les risques, mais il valorise la capacité à poser des limites et à redéfinir des rapports longtemps asymétriques. Pour ce groupe, l'impact dépasse les frontières et nourrit un débat plus large sur l'autonomie stratégique. Ces lectures multiples coexistent sans se neutraliser. Elles traduisent une attente commune que les choix opérés produisent des effets concrets sans sacrifier la stabilité. Deux pistes émergent alors. D'abord, rendre visibles les priorités financées par les ressources récupérées. Ensuite, maintenir un dialogue public régulier pour éviter que l'incertitude ne se transforme en fatigue sociale. La suite dépendra de la capacité à relier décisions stratégiques et vécus quotidiens. La première étape consiste à sécuriser durablement les zones aurifères. Les dispositifs déployés après la rupture initiale doivent être stabilisés et coordonnés dans le temps. L'objectif n'est pas la démonstration de force, mais la prévention des interférences et la continuité des flux sous contrôle national. L'indicateur principal reste simple, des sites fonctionnels sans interruption ni incident majeur. Pour Ibrahim Traoré, cette phase conditionne toutes les suivantes, car elle protège le levier central de décision. La deuxième étape porte sur la structuration financière interne. Les revenus issus de l'or doivent être canalisés par un mécanisme transparent, doté d'objectifs mesurables. Infrastructure, agriculture et capacité industrielle constituent les priorités affichées. Chaque affectation gagne à être associée à des jalons clairs afin de transformer une ressource stratégique en bénéfice visible. La crédibilité du dispositif dépendra de la régularité des résultats, pas de leur annonce. La troisième étape concerne la coopération régionale. Les soutiens exprimés par certains États voisins peuvent être traduits en cadre opérationnel.
Échange d'informations, coordination logistique et alignement diplomatique réduisent le coût d'une pression isolée. Le succès de cette phase se mesurera à la capacité de répondre collectivement à des contraintes extérieures, sans improvisation. La quatrième étape relève de la communication stratégique. Il s'agit de maintenir un récit cohérent, factuel et constant. Mettre en avant les projets financés, expliquer les choix et reconnaître les limites permet de contenir l'incertitude sociale. L'adhésion du public devient alors un facteur de stabilité à part entière. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle vise à les ordonner. Dans un contexte compressé, la méthode peut devenir un avantage décisif. Au terme de cette séquence tendue, une image revient avec insistance, celle de l'ingénieur minier qui, dès les premières heures, avait relié des données dispersées pour en extraire un sens stratégique. Son intervention discrète illustrait une réalité souvent invisible. Les décisions majeures s'appuient rarement sur un seul acte, mais sur une accumulation de signaux compris à temps. Ce fil, tiré patiemment, a orienté des choix qui ont dépassé le cadre technique. Pour Ibrahim Traoré, l'épisode n'a jamais été uniquement une confrontation chiffrée. Il a révélé la nécessité de transformer une contrainte en point d'appui. Chaque étape, de la sécurisation des sites à la redirection des flux, a prolongé cette logique initiale. La constance importe ici autant que la fermeté, car elle donne une cohérence lisible à l'action. Dans les mines, sur les routes sécurisées et dans les réunions stratégiques, l'écho de cette première alerte demeure. Il rappelle que la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Elle prend forme dans la capacité à reconnaître la valeur réelle de ce que l'on possède et à en assumer la responsabilité. La phrase qui s'impose est simple et dense. Un pays choisit son rythme avant de choisir son camp. Cette histoire ne se referme pas avec une décision ou une séquence d'événements. Elle s'inscrit dans un débat plus large sur la manière dont les sociétés interprètent la contrainte, la souveraineté et le temps long. Les documents, les chiffres et les choix politiques n'existent jamais seuls. Ils prennent sens à travers les discussions qu'ils déclenchent et les regards qu'ils croisent. Observer la trajectoire engagée invite à dépasser la logique du pour ou du contre. Il s'agit plutôt de comprendre comment une pression extérieure peut révéler des lignes de force internes. Les récits médiatiques, les analyses économiques et les réactions régionales participent tous à cette construction collective du sens. S'informer devient alors un acte actif, pas une consommation passive. Partager des points de vue, confronter des lectures et poser des questions permet d'élargir la compréhension de ce qui se joue réellement. Dans ce cadre, le rôle du public est discret mais réel. Il nourrit l'espace du débat et rappelle que les décisions politiques résonnent toujours au-delà de leurs auteurs. Une question demeure ouverte: comment souhaitez-vous que ces choix soient discutés et transmis à l'avenir ?